Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observactu TV pour notre émission spéciale Soudan, l'agonie d'une nation entre pillage global et résistance civile. Nous retrouvons aujourd'hui Maraz Tageldine, activiste et collaborateur du média Soudfa. Lors de notre premier entretien, nous avions levé le voile sur le génocide invisible. Aujourd'hui, le constat est plus sombre encore. Le Soudan ne se contente pas de brûler, il est en train de se fragmenter sous nos yeux. Alors que les instances internationales multiplient les communiqués stériles sur le terrain, la guerre a muté. Nous ne sommes plus seulement face à un duel de généraux, mais face à une entreprise de démantèlement d'un État par des intérêts qui dépassent ses frontières. Maraz, merci et bienvenue. Merci de porter à nouveau cette parole nécessaire. Merci Nassera et merci pour cette événement. Je t'en prie. Maraz, depuis quelques mois, la géographie du conflit a changé. Ce que les analystes redoutaient arrive. La somalisation du Soudan. On assiste à une prolifération de groupes d'autodéfense et de milices tribales qui prennent les armes, souvent par nécessité de survie. La ligne de front est devenue une mosaïque de micro-conflits pour le contrôle d'un puits, d'une mine d'or ou d'un axe routier. Sommes-nous passés d'une guerre entre deux appareils militaires à une guerre de tous contre tous? Heureusement, c'est pas encore le cas. Il y a toujours cette forme de mobilisation autour de l'armée soudanaise officielle qui a réussi à intégrer des différents groupes sous son commandement. Et la milice de RSF de l'autre côté, qu'ils ont un pouvoir financier, qu'ils arrivent à recruter et au Soudan et à l'étranger. Donc l'image de ce conflit est toujours l'image d'une guerre entre l'armée soudanaise. Donc ces groupes qui se sont mis à combattre avec l'armée soudanaise, il y a beaucoup de groupes, notamment les anciens rebelles de Darfour qui ont pris l'arme contre le gouvernement de Khartoum, d'Omar al-Bashir, qu'ils ont combattu depuis 2003 jusqu'à avant la révolution en 2018. Ils ont vu que c'était la seule solution de pouvoir protéger leurs prochains, c'est de garder de participer à cette résistance pour garder les institutions du pays à travers l'armée officielle. Donc l'armée officielle a réussi à récupérer dans ses rangs les anciens rebelles, un très grand nombre de jeunes de la jeunesse soudanaise qui se sont mobilisés massivement pour aller récupérer leur village, leur ville. Et c'est le cas aussi pour Khartoum, pour toutes les zones qui étaient contrôlées par l'armée de RSF. La population quittait systématiquement ces zones et allait dans des zones contrôlées par l'armée soudanaise, et à partir de là, l'armée soudanaise a réussi à mobiliser, parce que RSF commettait beaucoup d'atrocités dans les villes où ils vont rentrer. C'est des pillages, de viols, de vols et des massacres. Cette jeunesse, elle était portée par cette colère et cette envie de reprendre leur ville et de retourner dans leur ville, parce que c'est des personnes déplacées dans notre ville ou à l'étranger. Ils veulent à tout prix revenir dans leur pays. Ça, ce qui est arrivé ça c'était au début de la première année de cette guerre. Suite à ça, après, ils ont eu un moment d'entraînement pendant des mois et des mois. Ils ont réussi à revenir avec l'armée soudanaise et récupérer toute cette
ces terres, toute la zone centrale de Soudan et la zone de Khartoum, enfin toute la capitale, et il continue à avancer vers l'ouest et l'est, donc toute la zone centrale et est de Soudan est contrôlée par l'armée soudanaise. Aujourd'hui, l'aéroport de Khartoum a repris, voilà, il y a des vols entre Khartoum et Port-Soudan. Et aussi dans le centre, dans l'ouest, à Kordofan et à Darfour. Darfour, elle est contrôlée par l'armée, par le RSF. Ils ont récupéré la capitale de Darfour, qui est la ville d'Al-Fasher. Ils ont commis cette génocide et c'est lui qui le dit. Enfin, il y a toutes les caractéristiques d'un génocide. Ils sont en train d'enquêter, mais on a vu ça à travers les réseaux sociaux, des exactions qui sont voilà partagées par les assaillants. Et du coup aujourd'hui on a, ça c'est l'armée soudanaise, RSF, ils ont réussi aussi à récupérer une autre partie des rebelles qui étaient beaucoup plus féroces envers l'armée soudanaise et qui étaient voilà subventionnés et aidés par les Américains, par Israël, et notamment c'était c'était un mouvement, c'était le mouvement populaire de Sud-Soudan qui a fini par diviser le pays. Une partie est partie dans le sud du Soudan pour gouverner le pays et la deuxième partie est restée dans les Nuba Mountains, dans le sud du Soudan, dans le sud du Kordofan. Et ils ont mis la main, ils ont donné la main aux milices de RSF. Maintenant, ils sont ensemble, ils ont formé un gouvernement que personne ne reconnaît. Ils sont même pas au Soudan, ils sont à Uganda. Donc cette guerre est toujours stagnée et heureusement, parce que sinon ce sera ce sera le nouveau Congo ou la Somalie, comme vous le dites. Pour l'instant, on a des mercenaires qui se battent avec RSF et l'armée soudanaise aussi, qui continue à mener les batailles. Justement, comment l'armement des civils, sous couvert de résistance populaire, hypothèque-t-il l'avenir de la cohabitation entre les communautés? Alors, l'armée des civils, c'est une question qui date pas d'aujourd'hui, qui date de très longtemps, d'il y a à l'époque de Omar al-Bashir. Il y avait les groupes rebelles. Une partie maintenant ils combattent avec eux, et une partie est toujours dans la neutralité, et une partie est partie avec Hemeti. Les groupes civils qui ont été armés par le gouvernement de Omar al-Bashir, parce que l'armée soudanaise n'allait pas commettre les génocides et les atrocités qu'ils souhaitaient mettre en place, qu'ils ont remonté la population sur l'autre. Donc il y a une population, il y a les rebelles, ils venaient des tribus d'origine africaine qui sont les Ford, les Arawa, les Massalites. Donc c'est eux qui ont porté l'arme contre le gouvernement central pour demander c'est une révolution armée, demander des droits, revendications et voilà un partage de richesses, une distribution de richesses plus une meilleure distribution. Et donc là, Omar al-Bashir, au lieu de répondre par la politique, alors que ils ont porté l'arme quand même, donc il a
ils ont choisi la fermeté. Ils ont décidé de monter des milices et ramener un chef tribal et lui demander de ramener des personnes pour combattre ces milices. Pourquoi la population dite arabe de Darfour? Parce que il faut savoir qu'il y a deux populations un peu distinctes par leur pas origine ethnique, enfin origine ethnique et leur profession. Donc les tribus dites Four Massalit et Zarawa dites d'origine africaine, c'est des agriculteurs qui cultivent la terre depuis des années et ils ont des zones de la terre fertile de Darfour et ils ont des zones où ils ont voilà, ils cultivent leur terre. Les tribus de Hemeti, c'est des nomades. Ils se déplacent dans toute la zone de Soudan, entre le Soudan, le Tchad et le Centrafrique et le Niger. Ils n'ont pas un endroit stable où ils sont stables dans cette zone. Donc le gouvernement d'Omar al-Bashir, ils ont dit voilà, on va vous donner des armes, vous allez les combattre et vous allez récupérer ces terres-là. Ça va être donc c'était un conflit qui a été alimenté déjà par un régime autoritaire de Omar al-Bashir. Et ensuite, une fois cette guerre est terminée, enfin la guerre elle n'a jamais réellement terminé. Ils ont commis beaucoup de massacres et c'était l'armée soudanaise avec ces milices-là. Ils brûlaient des villages, ils ont tué beaucoup de gens. Et suite à ça, en 2003, il a émergé Hemeti, qui était le protecteur de Omar al-Bashir. Il lui a donné beaucoup de pouvoir. Et pendant toute cette période-là, il y a deux populations à Darfour. Il y a des personnes qui ont le droit de porter des armes, qui se revendiquent de l'État. Ils se disent voilà, moi je représente l'État pour la seule raison qu'il appartient à Hemeti ou à la base tribale de Hemeti où il est proche de lui. Il y a des civils qui peuvent porter des armes très très lourdes. Et donc ça fait une différence entre la population. Il y a une autre population qui, si on porte une arme, on va être questionné, on va même potentiellement aller en prison. Les autres, on peut pas leur demander parce qu'ils sont tellement puissants et leur Hemeti, il protège tout le monde, il protège les personnes de sa tribu. Ils peuvent même mener des attaques à l'encontre de l'armée soudanaise si jamais on met en prison une personne qui fait partie de cette ethnie. Donc c'est ça la complication. Donc cette partie c'est seulement à Darfour qui est un problème, mais c'est un problème ancien. Il n'est pas prêt à terminer tant que l'armée de RSF a un pouvoir à Khartoum. Ça va continuer à être, on va continuer à vivre ça. À Khartoum, c'est différent parce que c'est les groupes, l'armée, dès le départ, a refusé de donner des armes à des groupes séparés. Donc, chaque personne armée, elle doit être sous commandement de l'armée soudanaise et ils n'ont pas des armes lourdes. Enfin, c'est des armes. Ils combattent avec l'armée soudanaise. Ils ont donc l'armée soudanaise, c'est une institution et ça fait 100 ans que cette armée existe. Ils ont des pratiques qui vont pas tolérer. C'est pas des pratiques des milices. Tiens, je te donne des armes et je te fournis. Non, ils ont une manière voilà, ils ont une traçabilité des armes et tout ça. Après, le souci, ce sera pas des personnes individues
armés, mais des groupes armés. Parce qu'ils ont intégré aussi des groupes armés qu'ils ont eu un entraînement avec l'armée soudanaise et ils ont des armes que ces groupes-là, potentiellement, ils peuvent se retourner contre l'armée soudanaise. Mais c'est pas des individus lambda qui peuvent aller dans un marché faire des problèmes. C'est pas de cette manière. Maaz, pour comprendre la longévité de cette guerre, il faut suivre l'argent et les ressources. Vous avez souvent dénoncé ce lien organique entre l'or et le sang. Le Soudan n'est pas seulement un champ de bataille, c'est un coffre-fort à ciel ouvert que se disputent des puissances étrangères via leurs alliés locaux. On assiste à une véritable mercénarisation de l'économie soudanaise. Comment les forces de soutien rapide, FSR, ont-elles réussi, avec le soutien des Émirats arabes unis, à sanctuariser leur intérêt économique malgré les preuves accumulées de crimes de guerre et de nettoyage ethnique? Les circuits financiers qui exportent l'or du Darfour vers Dubaï semblent intouchables. Est-ce là le secret de la résilience des Métis? C'est une très très bonne question. Et donc, si on parle de ce contexte financier, le Soudan est aujourd'hui aux mains des Émirats arabes unis. Donc, c'est pendant 30 ans, pendant toute la gouvernance de Omar el-Bashir, le Soudan était un pays sous embargo. Donc, on ne peut pas commercer naturellement avec le monde. Donc, c'était le Soudan, après c'était le Soudan, l'Iran, la Corée du Nord et le Cuba. On était les 5 dans cette liste. On était sous embargo de l'Union européenne, des Américains. Et notre seule porte de sortie, c'était les Émirats arabes unis. Donc, tout le monde le sait, les Émirats arabes unis, c'est un pays de blanchiment d'argent et il fait partie des champions. Donc aujourd'hui, le Soudan, notre économie d'État est liée très très fortement aux Émirats arabes unis, ce qui explique le pays, il arrive à dénoncer, arrive à porter plainte au Conseil de sécurité, mais très timidement. Parce que on peut pas tout couper du jour au lendemain avec les Émirats arabes unis, sinon on sera perdant encore plus que les Émirats arabes unis. Donc le Soudan, voilà, produit de l'or. Cet or-là est envoyé, acheminé aux Émirats arabes unis, à Dubaï, en 2 parties. Une partie officiellement par l'aéroport, par Port Soudan, par l'armée soudanaise, et une autre partie par Hemeti, par la milice, et une 3e partie via des contrebandes. Et tout va se retrouver à Dubaï. Donc les Émirats arabes unis, ils profitent de cette situation parce que ils ont l'or quasiment gratuit parce que on peut pas faire autrement. Hemeti, il contrôle beaucoup de mines d'or et en échange des armements qu'il reçoit des Émirats arabes unis, il envoie des avions de cargo d'or. Et l'or, c'est pas seulement l'or qui est un produit phare au Soudan. On a aussi la gomme arabique. La gomme arabique, il faut savoir que 85 à 90% de la production mondiale sort du Soudan. Donc cette gomme arabique est utilisée et industrialisée, notamment par la France. La France, c'est le premier pays exportateur de la gomme arabique, notamment aux States, aux États-Unis. Et donc cette production,
elle est fluide, même pendant cette guerre, pendant que tout est à l'arrêt, on n'arrive pas à faire rentrer de l'aide humanitaire pour les civils. On arrive à sortir des tonnes et des tonnes de gomme arabique et de l'or, tout naturellement. Et au pire, ça a augmenté. Donc on a le commerce entre le Soudan et les Émirats arabes unis en termes d'or a augmenté de 60% pendant la guerre. Pour comprendre que il y a un enjeu très très important, et aussi on a beaucoup de terres fertiles. Il faut savoir qu'en 2024 il y avait eu des négociations pour arrêter la guerre, et comme d'habitude les Émirats arabes unis se présentent comme médiateurs. Ils veulent faire une médiation entre l'armée soudanaise et la milice de Hemeti, et c'était soi-disant des négociations secrètes. Mais on a fini par avoir le contenu. C'était les Émirats arabes unis, ils ont exigé que le Soudan leur donne le port de Soudan, qui est un port très très stratégique dans une zone sur la mer Rouge, et aussi une très vaste partie de terre entre le Soudan et l'Éthiopie, une terre très très fertile dans la zone de l'Fashaga au Soudan, et d'autres termes, d'autres conditions pour permettre cet arrêt de guerre. Mais c'était des conditions de quelqu'un qui souhaite, parce que ils avaient la main sur Hemeti. Donc à l'extérieur et dans la diplomatie, ils disent voilà, nous on est pour l'arrêt de la guerre, il faut arrêter de la guerre. Mais une fois pour engager des négociations, ils sortent leurs cartes, ce qu'ils ont besoin, et ils montrent leur vrai visage. Donc l'armée avait refusé parce que et c'était un peu les gens ne comprenaient pas, parce qu'ils étaient en position de faiblesse. Ils étaient en train de perdre beaucoup de terres, de zones stratégiques, mais ils ont refusé cet accord de céder une partie de leur des zones stratégiques dans le pays. Voilà. On ne peut parler d'ingérence sans évoquer la présence russe. L'héritage du groupe Wagner, désormais Afrika Korps, est omniprésent. Comment ces réseaux de mercenaires ont-ils transformé le pillage des ressources en une logistique militaire de pointe? Est-ce que ces acteurs étrangers ne sont pas finalement les véritables architectes de la stratégie de terreur au sol? Alors, c'est marrant parce que au début de la guerre, on voit la guerre russo-ukrainienne au Soudan. Donc au début de la guerre, avant la guerre, Hemeti il avait des relations avec les Russes, et il y avait les mercenaires de Wagner au Soudan, et dans l'ouest de Soudan et au Centrafrique. Ils étaient très impliqués dans ces zones-là. Et ensuite, quand la guerre a commencé, l'armée de RSF, de forces de soutien rapide, ils étaient soutenus et entraînés par les mercenaires de Wagner. Les Ukrainiens, ils sont intégrés, ils sont rentrés dans cette guerre, ils ont aidé l'armée soudanaise à travers, ils ont fourni un certain nombre de drones, notamment dans la ville de Khartoum, et ils ont permis à l'armée soudanaise de respirer et de récupérer quelques zones très très proches du QG de l'armée soudanaise qui était contrôlé par il était contrôlé par l'armée soudanaise, mais
assiégée par RSF. Donc, et au bout du temps, la diplomatie soudanaise a réussi à reprendre à renverser le rôle. Ils se sont rapprochés vers les Russes, et ils ont obtenu un soutien russe. Aujourd'hui, les Russes, ils soutiennent l'armée soudanaise, et les Ukrainiens, ils ont changé de camp. Donc c'est un switch un peu bizarre, on dirait un jeu d'enfant, quoi. C'est très bizarre. Donc aujourd'hui, chaque camp est soutenu par l'un ou l'autre. Moi, je trouve pas cette ingérence extra. Je trouve pas que les mercenaires russes ou ukrainiens, ils sont impliqués plus que d'autres, parce que c'est pas les seuls. Donc l'ONU a publié un rapport disant que les Émirats arabes unis, ils ont envoyé entre 1800 et 2000 mercenaires colombiens. Ils ont passé par la Libye de Khalifa Haftar Al-Kofra. Ils ont été entraînés là-bas, et ils sont passés dans la ville d'El-Fasher pour commettre des atrocités. Et on les a vus on les voit dans les vidéos des mercenaires, des combattants de RSF même. Ils filment ces personnes-là. Ils trouvent ça marrant, mais en fait, ils sont en train de se dénoncer. Et donc, il y a eu ces mercenaires colombiens. Ils ont embauché, recruté beaucoup de Tchadiens. C'était le ministère des Affaires étrangères tchadien qui a dit il y a une semaine que la milice de RSF, ils ont embauché des Tchadiens, et des fois par la force, et ils ont fait porter des armes. Il parlait de 1200 personnes, mais nous, je sais que c'est beaucoup plus que ça. C'est pas le chiffre qu'on peut imaginer dans cette guerre. Et après aussi, il y a des Centrafricains. Dès la première balle dans cette guerre, on a vu des mercenaires tchadiens. Ils étaient à Khartoum même pendant toute au début de la guerre. Ils parlaient en français. Au Soudan, personne ne parle en français. Ils parlaient, ils citaient des choses sur le Tchad et tout ça. C'est pas des personnes entraînées. Ils le font comme ça, d'une manière spontanée. Mais nous, on récolte ça comme preuve pour accabler les personnes. Bien sûr. De l'autre côté, on observe le retour d'une influence iranienne marquée auprès des SAF Al-Bourhan, avec notamment des livraisons de drones et un intérêt pour les côtes soudanaises. Entre la Russie qui cherche une base navale à Port-Soudan et l'Iran qui s'implante, le Soudan est-il devenu le laboratoire d'une nouvelle guerre froide en mer Rouge ? Le peuple soudanais est-il le grand sacrifié de cette bataille pour le contrôle des routes maritimes mondiales ? Très intéressant. Le Soudan est situé dans une zone très stratégique. Je rejoins ce que vous dites. L'armée soudanaise est soutenue non seulement par l'Iran, et d'une manière, ils s'en cachent pas. Enfin, c'est des accords, ils le font, des accords entre États, par l'Iran, par le Qatar, la Turquie, et aussi la Chine, parce qu'ils achètent des armes. Ils ont maintenant des armes qui viennent de la Chine, et dernièrement et ouvertement par l'Arabie Saoudite. Donc le conflit, donc l'Iran, ils font pas, je pense pas qu'ils font ça gratuitement. Ils sont payés, je pense. Parce que l'armée soudanaise, aujourd'hui, l'économie du pays, c'est une économie de guerre. Et le Soudan, c'est un pays riche. Et, enfin, malgré la guerre, il y a des ressources. Il y a de l'argent qui est dans le pays.
Donc, ils achètent des armes de la Chine et de l'Iran et de la Turquie. On a plus de drones de guerre qui viennent de la Turquie, des Bayraktar, les fameux Bayraktar, que de l'Iran ou d'autres pays. Le Soudan est pris dans un conflit entre plusieurs pays. Aujourd'hui, il y a une différence entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et ça profite au Soudan. Donc, il y a une coalition qui est en train de se créer autour de l'Arabie saoudite, l'Égypte. On n'a pas parlé de l'Égypte, c'est un allié historique de Soudan, mais au début de la guerre, ils étaient un peu frileux, ils disaient rien. Le seul pays qui a aidé le Soudan, c'était l'Algérie, juste au début de la guerre. C'était le seul pays d'ailleurs qui l'a fait physiquement et qui a soutenu le Soudan à l'international. Cette coalition entre Arabie Saoudite, Égypte, la Turquie et le Pakistan pour contrer l'influence d'Israël, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie. Donc, ces pays-là, le but des Émirats arabes unis, c'était de déstabiliser l'Arabie saoudite et l'Égypte, ce que l'Arabie saoudite, ils ont fini par comprendre, parce que les Émirats arabes unis, ils sont très loin un peu très loin du Soudan, ils n'ont pas d'intérêt là-bas s'ils revendiquent cet intérêt au Yémen, parce qu'ils sont proches, et ils ont peur pour leur sécurité nationale. Le Soudan, c'est pas le cas. En Somaliland, c'est pas le cas. En Libye, c'est pas le cas. Et donc, ils ont compris que c'est une stratégie de mettre en conflit toute la zone. Donc, ils vont mettre à mal l'Égypte, qui est ils ont on a comment on appelle, des frontières entre le Soudan et l'Égypte, une zone très 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 vaste de Sahara, et cette zone, si elle est pas stable, c'est l'Égypte qui va payer le prix fort pour la sécurité interne, sur la sécurité nationale de l'Égypte. Et la Libye, déjà, elle est fracturée, c'est des mercenaires, et il y a un risque pour contourner l'Égypte, et aussi à travers l'eau de Nil, ils peuvent contrôler cette ressource à travers le barrage qui a été construit par l'Éthiopie. Donc c'est un jeu un peu très très grand, toute une région qui se dessine, et avec des accords entre des pays. Donc tout le Moyen-Orient, c'est la bagaille, et on sait pas qu'est-ce que va donner ça, ces accords, mais ça profite au Soudan, cet éloignement entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ça profite au Soudan, parce qu'ils ont fini par nous soutenir le Soudan publiquement, et pour la première fois dénoncer les atrocités commises par RSF, et ils demandent des accords de paix, mais juste, sans piller les ressources du pays, etc. Et donc, je pense que c'est dans la bonne voie, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. L'avenir nous le dira. Maaz, cet or qui finance les massacres finit bien par être injecté dans le marché mondial. Comment expliquer que la traçabilité des ressources, si souvent mise en avant par la communauté internationale, soit totalement inopérante lorsqu'il s'agit du Soudan?
parce que alors c'est deux choses. Déjà, ils laissent faire les Émirats Arabes Unis parce qu'ils savent que c'est un pays de blanchiment d'argent et blanchiment de tout. Voilà. On fait rentrer et c'est pas seulement le Soudan, hein, c'est le Soudan et le Congo est dans le même cas parce que les matières premières produites voilà pillées par le Rwanda, envoyées par le Rwanda et ses milices, les M23 etc. envoyées à Rwanda au Congo, depuis le Congo envoyé à Rwanda. Et le Rwanda, il devient le pays exportateur de ces minéraux, le premier au monde, alors que il possède pas autant de mines ou autant de terres pour pouvoir récupérer. Il possède pas cette réserve. Donc ils le savent, ils laissent faire parce que c'est leur allié. Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis, c'est l'allié de l'Angleterre, c'est l'allié de la France. Le premier, voilà, la France est la deuxième pays qui vend des armes au monde grâce au contrat signé par les Émirats Arabes Unis et la France. Ils sont très proches des États-Unis, ils payent Trump, et non seulement ça, dans le Parlement européen, ils ont beaucoup de lobbies et ils arrivent à obtenir le soutien des lobbies israéliens. Ils travaillent ensemble, ils arrivent à faire changer des lois. Dernièrement, on avait travaillé avec des parlementaires dans le Parlement européen sur un texte qui dit clairement que les Émirats Arabes Unis doivent cesser leur soutien au RSF parce que voilà, ils ont fait. À la fin, quand ce rapport-là est sorti, on a trouvé que ce rapport, c'était pas exactement ce que a été écrit initialement. Donc ils ont tout vidé de sens, ils ont vidé toute mention des Émirats Arabes Unis. Ils ont beaucoup de pouvoir, ils arrivent à travers leur appareil médiatique, diplomatie d'argent, ils arrivent à faire fermer beaucoup de voies de justice à leur encontre. Maz, face à l'effondrement total des structures étatiques et au départ de la plupart des ONG internationales, on aurait pu s'attendre au néant. Pourtant, une lueur subsiste. Ce sont les Emergency Response Rooms, ERR, ces comités de quartier nés des cendres de la révolution de 2019. Aujourd'hui, ils sont les seuls à tenir les murs d'un pays qui s'écroule. Ils ne font pas que de l'humanitaire, ils réinventent l'État là où il a démissionné. Comment ces jeunes Soudanais, souvent sans moyens et sous le feu des tireurs d'élite, parviennent-ils à maintenir des cuisines collectives, matabir, et des cliniques de fortune? Maz, est-il vrai que dans certaines zones de Khartoum ou du Darfour, ces comités sont désormais les seuls à gérer l'eau, l'électricité et la distribution de médicaments, remplaçant de fait les ministères disparus? Alors, c'est effectivement, ils ont un rôle très très important. Actuellement, alors à Khartoum, l'État est revenu aujourd'hui. Ils ont mis du temps, mais ils sont revenus et ils travaillent. Ces chambres d'urgence, ils travaillent souvent dans les zones contrôlées par l'armée soudanaise aujourd'hui parce que dans les zones contrôlées par RSF, c'est pas possible, c'est très dangereux. Donc ils ont voilà, ce qu'on disait avec les camarades, c'est aujourd'hui le Soudan et les Soudanais, ils ont remplacé le besoin des ONG internationaux. Ils arrivent à fournir eux-mêmes leurs besoins. Et à travers des associations des Soudanais de la diaspora, des Soudanais sur place, des personnes qui peuvent donner, on arrive à récolter de l'argent et à envoyer cet argent aux personnes qui sont sur place. Donc en France, par exemple, on a 2 associations qui font ça, peut-être plus. On a une association qui s'appelle Anoro,
C'est une association fondée par Hind Tahir, et une autre association qui s'appelle SOS Soudan, Sound of Sudan, donc SES. Donc ces associations, elles travaillent avec des chambres d'urgence, des groupes sur place, des taquillas. Taquillas, c'est voilà, cantine solidaire. Et donc, ils fournissent ces aides aux personnes déplacées au Soudan. Donc, enfin, on a des personnes déplacées quand un RSF contrôle une ville, ben, les personnes se déplacent vers les zones contrôlées par l'armée soudanaise, et on n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir les accueillir décemment. Donc on les met dans les hôpitaux, enfin dans les écoles, on les met en place pour les recevoir dans des gymnases ou dans des zones voilà, qui sont faits pour, avec des tentes, etc. Et ces personnes-là, ils arrivent avec des vêtements, de la nourriture, et voilà, ils mettent ça en place pour pouvoir voilà, aider ces personnes-là. Les ONG, ils pouvaient pas rentrer. Aujourd'hui, il y a des aides qui rentrent par le port Soudan, par le côté armée soudanaise, et le RSF, ils ont réussi à avoir des accords avec, enfin, pas vraiment des accords avec MSF et des médecins Solidarité Internationale, notamment. Ils font rentrer des aides, mais c'est pas suffisant. Donc ces aides-là, ils rentrent pas dans les zones contrôlées par le RSF, mais à Darfour, tout Darfour n'est pas contrôlé par le RSF. Il y a les rebelles de Abdelwahid Mohamed Nour qui sont dans la montagne d'Omarra, qui est à Darfour. Et ces montagnes-là, elles sont contrôlées par Abdelwahid, et les personnes qui fuient Al-Fasher et tout Darfour, ils prennent refuge à Jabal Marra, et c'est là où MSF et Solidarité Internationale arrivent là-bas pour donner de l'aide à ces personnes-là. Donc les Soudanais, ils ont réussi à réinventer cette solidarité et cette aide à travers la diaspora et ceux qui sont sur place. On voit les diplomates s'épuiser à négocier avec des généraux qui ne représentent qu'eux-mêmes. Maraz, selon vous, est-ce que ces comités de résistance et ces ERR ne sont pas les seuls véritables dépositaires de la légitimité politique aujourd'hui ? Si une transition civile doit voir le jour, ne devrait-elle pas partir de cette base plutôt que des salons feutrés de la diplomatie internationale ? Effectivement, je suis d'accord. Le seul souci, c'est que ces organisations-là, ils ont été voulues horizontales. Donc, ils n'ont pas de gestion, et c'est une faiblesse, mais une force aussi. Ce qui a fait la force de ce mouvement-là, c'était le fait de ne pas avoir un leader seul. Nous sommes tous des leaders, et tout le monde, enfin, c'est une démocratie, et chacun a une parole égale. Donc, ils ont découpé par des cellules, et ils sont politisés, mais ils étaient obligés de se politiser parce qu'au départ, ils étaient révolutionnaires, ils voulaient pas vraiment aller dans sphère politique. Dans l'espace politique qui est rempli de professionnels de la politique avec des coups bas, et qui travaillent dans la politique depuis des années. Ils voulaient s'éloigner de ça, et ils voulaient rester propres, mais malheureusement, nos représentants, ils voulaient laisser ça pour l'opposition politique. Ils ont pas été à l'auteur, et c'est eux qui nous ont menés vers cet aspect. Aujourd'hui, la situation, elle est, on a besoin d'une émergence d'une jeunesse qui porte cette voix pour finir avec cette histoire
guerre continue et de bataille entre des généraux et le fait de vouloir s'imposer par la force et par l'arme et gouverner le pays avec la force, je pense que c'est pas une bonne chose et ils le savent, même Abdel Fattah al-Burhan qui est le général de l'armée soudanaise, il sait que sa place ce sera pas au palais présidentiel, il a commis tellement d'erreurs et de crimes qu'il doit un jour répondre à ces crimes-là et la base révolutionnaire est toujours là. La base, elle est juste pas bien organisée, mais elle est toujours là. Il nous rappelle en décembre dernier, il y a eu des manifestations à Khartoum et à Port-Soudan pour célébrer l'anniversaire de la révolution soudanaise. Donc c'est une chose qu'on peut pas imaginer dans les zones contrôlées par le RSF, mais nous ça nous dit quelque chose, ça nous donne beaucoup d'espoir et ça nous dit que on est, comme on a fait tomber Omar al-Bashir, on est capable de faire tomber cet régime qui souhaite voilà qui cet ancien monde qui a mené le pays dans le mur. On vous l'espère en tous les cas. Votre média Soudfa joue un rôle de sentinelle dans un contexte où les belligérants utilisent des blackouts Internet comme une arme pour masquer les massacres. Comment vos équipes parviennent-elles à briser le siège de l'information? Est-ce que documenter le quotidien de la guerre est devenu en soi un acte de combat pour la survie de la nation? Documenter, ça a toujours été un acte de combat et nous sommes, chez Soudfa, nous sommes des révolutionnaires et nous sommes la génération de cette révolution de 2018. Le blackout ne marche plus bien parce que le Soudan, on a été, voilà, la population est maintenant connectée à presque 100% parce qu'on utilise les Starlinks de Elon Musk. Il a fait des choses. Donc, au fin fond de Darfour, où il n'y a pas d'électricité, les gens ils mettent 2 panneaux solaires et ils rechargent leur batterie, ils mettent leurs Starlinks et ils sont connectés au monde externe. Donc, l'info circule très vite, mais notre travail, c'est surtout filtrer ce que tout le monde peut tout dire, c'est de filtrer ces informations, les mettre à disposition du monde francophone, parce que de base, notre but, c'était d'écrire en français pour présenter une alternative aux médias qui parlent du Soudan et souvent ils parlent pas très bien parce que c'est pas les premiers intéressés qui sont là à prendre la parole. Et le Soudan, c'est un pays arabophone. Tout le monde parle que arabe et il y a un certain nombre il y a une élite, mais très peu, qui parlent anglais, qui écrivent en anglais, c'est eux la fenêtre vers les pays occidentaux. Et ces personnes-là, ils représentent pas tous les Soudanais, ils représentent qu'une partie. Et donc nous, on essaye de faire un travail avec des journalistes soudanais qui écrivent en arabe, on traduit les articles et on essaye de parler aussi de l'actualité sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Et on a une brochure annuelle qui va sortir là, qui est sortie il y a quelques jours. Et donc c'est ça. Et aller prendre la parole, représenter le Soudan et parler d'une voix d'un Soudanais, parce que souvent je suis pas d'accord avec beaucoup voilà, des spécialistes, des chercheurs qui parlent du Soudan avec une vision différente, une vision un peu historique qui représente pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de complications. Il faut comprendre
un certain nombre de complications comment le Soudanais il voit les choses, parce que entre un Soudanais et un autre c'est différent, donc il faut pouvoir représenter tout ce qu'on voit. Souvent ils présentent la guerre avec un contexte qui est pas vraiment à jour, parce que les les relations entre les belligérants, les personnes qui ont, enfin, les politiques, ça change beaucoup. Et les politiciens, ils ont des positionnements qui est pas statique, qui est pas stable. Donc ça, c'est des choses à comprendre aussi. Il faut comprendre aussi nous, des fois, on parle avec émotion parce qu'on est touché. Et moi, c'est pas mon travail, c'est pas seulement mon travail, c'est ma vie, c'est ma famille, mais toute la journée, je suis connecté sur l'information au Soudan. Je de voir ce qui est important et ce qui est pas. Je suis en contact avec les Soudanais. Les Soudanais, ils me voient pour me dire, par exemple, il y a 3 jours, j'ai rencontré un ami qui vient de l'Fachel. Il me disait, moi, je fais face à très très grands problèmes. J'ai un certain nombre de personnes de ma famille qui sont emprisonnées dans la ville d'Al-Fashir par les RSF. J'essaye de les faire sortir, je n'arrive pas. Est-ce que vous pouvez parler de ça dans les médias? Est-ce que vous pouvez faire entendre cette voix, parce que ils sont mal nourris, ils sont torturés dans ces zones-là, et si on attend que l'armée soudanaise arrive jusqu'à libérer la ville, on va certainement les trouver morts. Et c'est pas seulement eux, il y a 50 000 personnes minimum portées disparues, donc on pense qu'ils sont emprisonnés. Et s'ils sont pas emprisonnés, donc ils sont morts. L'université de Yale, ils ont publié un rapport en disant que voilà, ils ont recensé au moins 15 fosses communes dans la ville d'Al-Fashir, des fosses communes énormes. Il y avait une personne qui a réussi à s'échapper de la ville d'Al-Fashir, emprisonnée. Il disait, on était en prison et tous les jours, les RSF venaient nous ramener pour aller creuser voilà, et mettre les cadavres. On mettait dans une fosse commune entre 400 et 500 cadavres. Donc ça fait très très grand. Et il y a eu beaucoup de morts. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à voir à travers des Soudanais, et la possibilité de parler à tous les Soudanais, à tout type de Soudanais, est limitée pour un spécialiste qui parle qu'anglais, qui va parler avec un certain nombre d'élites, qui va avoir une vision un peu élitiste. Et souvent, nous, on a une élite soudanaise qui est très, très proche de l'Occident et qui véhicule une image très pro-Occident. Voilà, notre problème, c'est la liberté de la femme, c'est des choses vraiment clichés. Alors que les Soudanais, ils ont besoin d'autre chose. C'est pas vraiment mieux qu'un Soudanais. Il faut parler du Soudan. Je suis entièrement d'accord. La meilleure analyse de terrain, puisque c'est un pays que vous connaissez parfaitement et vous avez des liens très particuliers. Donc, je pense que l'analyse, elle est d'autant plus amplifiée. Je le comprends bien. Et cette version occidentale sur plusieurs conflits, on l'analyse aussi. Abordons l'indignation à géométrie variable. Maaz, lorsqu'on observe la mobilisation mondiale pour d'autres théâtres de guerre, le contraste avec le Soudan est d'une violence inouïe. À Paris, Washington ou Londres, le pays semble relégué au rang de crise humanitaire inévitable.
comme si l'on gérait une catastrophe naturelle et non un naufrage politique délibéré. On a le sentiment que les chancelleries ont abandonné l'idée d'une solution civile pour se contenter d'une simple gestion des flux de réfugiés. Et pour comprendre ce silence, il faut regarder en arrière, Mahrez. On oublie trop souvent que l'Union européenne, à travers le processus de Khartoum, a financé et légitimé ces mêmes structures sécuritaires pour qu'elles servent de garde-frontière contre l'immigration. Peut-on dire aujourd'hui que l'Occident a nourri les milices qu'il dénonce comme génocidaires, ce pacte avec le diable pour bloquer les migrants? N'est-il pas le verrou qui empêche aujourd'hui toute condamnation ferme? Alors, c'est l'accord de Khartoum, donc c'était en 2016, entre l'Union européenne et le Soudan. Et c'était un accord entre Omar el-Bashir et l'Union européenne. Mais c'était dans l'image, c'était le Soudan, mais en vrai, c'était un accord entre l'Union européenne et Hemeti. À partir de cela, Hemeti a reçu beaucoup d'argent. Il a réussi à devenir très très important, très puissant dans le pays, et c'était un développement très très important dans son empire, sa galaxie, et donc c'était une erreur très très importante. Donc l'Union européenne, par des processus qui sont criminels à mon égard, parce que cette armée de RSF, ils savent leur historique génocidaire à Darfour. C'était la base des personnes qui ont commis ces atrocités et ce nettoyage ethnique à Darfour. Ils les ont utilisés pour contrôler le flux migratoire. Donc c'était voilà, ils commettaient aussi des atrocités, mais maintenant c'était voilà, légal par le gouvernement soudanais et par l'Union européenne pour arrêter ces flux migratoires. Mais je pense pas que ce silence est dû à ça, seulement à ça. Moi, je pense que la population, la population occidentale, elle peut être sensible à ce sujet. Seulement, il n'y a pas une volonté des médias de montrer ces images et parler réellement de ce conflit et ce nombre très grand de victimes dans ce conflit. Donc les médias, ils sont contrôlés par la même sphère financière qui sont voilà, qui ont des lobbies dans les parlements et qui contrôlent la vie politique et la vie médiatique. Donc ce silence-là et aussi les gouvernements, l'exécutif, hein, ils n'ont pas intérêt à parler parce que il y a les Émirats Arabes Unis, il faut des ajustements, il y a des on voit l'intérêt avant l'être humain. Et c'est vrai pour la France, pour les États-Unis et pour les Anglais, l'Angleterre. Donc c'est une chose qui est voulue. On voit, c'est un conflit, c'est des Soudanais, il faut les laisser mourir entre eux et nous, ils savent qu'il y a de l'argent qui sort et ils préfèrent avoir un pays divisé qu'un Soudan uni et riche. Justement, pour rebondir, il y a une question de justice qui brûle les lèvres. On a su paralyser l'économie russe en quelques semaines, mais les avoirs des holdings financières qui nourrissent les FSR et les SAF à Dubaï ou à Londres restent largement intouchables.
Pourquoi cette timidité? Donc ça rejoint ce que vous disiez juste avant. Est-ce que l'or et le pétrole soudanais sont plus précieux que le droit international? La vie d'un Soudanais a-t-elle au fond moins de valeur que celle d'un Européen? Oui, je le pense. Je le pense clairement et ça me vient à la tête. Là, il y a une commentatrice à la télé en France qui disait, regardez, au début de la guerre en Ukraine, regardez, la guerre elle arrive en Ukraine, c'est des Européens comme nous, c'est des Blancs comme nous, ils nous ressemblent, ils conduisent les mêmes voitures et voilà, soi-disant, ceux qui sont en train de mourir au Congo, c'est pas, ils ne ressemblent pas, on s'en fout. Donc c'est un racisme un peu d'élite. Je pense que l'élite européenne, elle est corrompue et raciste. La population, j'ai un peu d'espoir. Mais il faut récupérer le pouvoir d'une manière ou une autre parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Maaz, vous qui parlez aux diplomates, sentez-vous de l'impuissance réelle, une forme de maladresse ou un calcul froid qui consiste à attendre qu'un vainqueur émerge des décombres, quel qu'en soit le prix humain? Oui, je pense qu'ils calculent. Et beaucoup de pays, même les soutiens de l'armée soudanaise actuellement, ils ont fait beaucoup de calculs avant de soutenir parce qu'ils voulaient voir si l'armée est capable de récupérer des zones stratégiques et pouvoir gouverner le pays ou pas. Aujourd'hui aussi, ils essayent de voir si l'armée ou RSF ils sont assez forts pour gagner ou pour contrôler la terre et je pense qu'il y a beaucoup de calculs géopolitiques, stratégiques avant de faire voilà. Je pense que la population elle passe dans le second plan et c'est pas hyper important pour eux. Pour conclure, face à ce projet d'extinction identitaire et territoriale, quel est votre message à cette jeunesse soudanaise qui refuse de choisir entre deux bourreaux? Et quel est l'impératif pour la diaspora? Être une simple caisse de résonance de la douleur ou de devenir le socle d'un gouvernement civil en exil? Je pense que le survie du Soudan passe par une victoire de l'armée soudanaise, une victoire de RSF, il y aura plus de pays. C'est envisageable. Donc l'armée soudanaise, ce que je disais, on a réussi à sortir dans la rue en décembre dernier, en 2025, et revendiquer et fêter l'anniversaire de la révolution qui était contre le régime de Omar al-Bashir et où les Soudanais sont partis se faire un sit-in devant le QG de l'armée pour destituer, et c'est l'armée qui a destitué Omar al-Bashir. Donc ça a toujours été le cas. Les Soudanais, ils ont fait plusieurs révolutions. Avec l'armée, on peut le faire parce que c'est une institution. Ils ont voilà un certain nombre ils ont une déontologie. Ils sont voilà, les généraux, ils peuvent être corrompus, mais ils sont remplaçables. De l'autre côté, Hemeti, c'est le chef et le premier et le dernier. Donc, si Hemeti il est plus là, ça va être très très compliqué. Ça sera tous contre tous. Donc nous on pense qu'aujourd'hui la jeunesse soudanaise, elle nous a montré. On était tellement fiers de les voir dans la rue et dans les diasporas à continuer à garder cette flamme de révolution en eux et voilà pour obliger le gouvernement et l'armée soudanaise à accepter et aussi proposer une alternative à ce qui est sur place maintenant, une alternative politique
qui est capable de reprendre le pays et proposer des solutions pour les Soudanais, pour permettre aux Soudanais de vivre dignement et de reprendre leurs terres et vivre correctement. Maaz, merci infiniment pour cette lucidité. Votre parole nous rappelle que l'indifférence est une forme de complicité. Merci beaucoup, Maaz. Merci. Cher public, si ce travail de décryptage vous semble essentiel, soutenez-nous, partagez cette émission, ne laissez pas le silence devenir la tombe de la dignité soudanaise. Au revoir, prenez soin de vous. Merci, Maaz. Merci.